Bonjour, bienvenue dans la série sur la cosmologie. Il faut bien le dire, on vit une époque absolument fascinante. Du point de vue de la science, on a vécu à notre époque une véritable explosion des sciences et des technologies. Depuis le 19e et même un peu le 18e, le 20e siècle et le début du 21e siècle, on a vu les sciences et les techniques s'emparer de vastes domaines, y compris de domaines plutôt exotiques par rapport à ce que nous vivons au quotidien, tels que la physique des atomes ou même une théorie décrivant l'univers. La théorie qui décrit l'univers est la cosmologie. On a vu, ces sciences sont absolument extraordinaires. Il suffit de suivre un peu les actualités scientifiques pour se rendre compte qu'en une seule année qui s'écoule à notre époque, on fait plus de découvertes que pendant tous les siècles qui ont précédé cette période de la Renaissance avec l'arrivée de Copernic, Galilée, Newton, etc. Donc avant cela, pendant des siècles, des millénaires, la science a avancé petit à petit, mais maintenant, elle va à une vitesse absolument incroyable. Bien sûr, le fait que nous soyons presque 8 milliards d'habitants sur Terre, et donc proportionnellement autant un grand nombre de scientifiques, d'érudits, de mathématiciens, d'ingénieurs, de techniciens, etc., forcément, ça amplifie fortement le nombre de travaux et d'avancées. Mais ce n'est pas strictement proportionnel, on va vraiment beaucoup plus vite maintenant. La cosmologie est donc la science qui étudie l'univers. L'univers ici est pris au sens littéral, c'est-à-dire de tout ce qui existe, qui a existé ou qui existera. Donc la totalité de toute chose. Mais bien entendu, la cosmologie ne s'amuse pas à décrire la reproduction des lapins ou le fonctionnement d'un moteur de Formule 1. Elle s'occupe uniquement, elle se limite aux étoiles, aux galaxies qui peuplent le cosmos. Les autres domaines, j'ai parlé de la reproduction des lapins, c'est le domaine de la biologie. Et le fonctionnement d'un moteur de Formule 1, c'est le domaine de la mécanique. L'idée de l'origine du monde, les mystères entourant l'origine du monde, que ce soit le monde humain ou le monde, la terre sur laquelle nous vivons, ou la terre et le ciel, l'idée d'une origine a toujours fasciné. On la retrouve à toutes les époques, dans toutes les civilisations, soit sous forme de religion, ou sous forme de mythe ou de mythologie. En fait, rien qu'étudier cela, décrire les mythes, les légendes, etc., au sujet de la création du monde ou de l'origine du monde, rien que cela constituerait un sujet en soi assez vaste. Ici, nous n'aborderons pas cela, évidemment. Nous passons à l'aspect science. Le fait de pouvoir considérer la question de l'univers et de son évolution, voire de son origine, est, d'un point de vue scientifique, est très récent. L'astronomie, elle, est une discipline fort ancienne. On la pratiquait déjà dans l'Antiquité. C'était même au départ, avec peut-être la géométrie, la seule discipline scientifique. On faisait les observations et on créait des modèles rationnels, c'est-à-dire géométriques, mathématiques, afin de décrire ce qui était observé. L'étude des corps célestes a ainsi permis, petit à petit, pas à pas, de se forger une idée et une image du cosmos qui nous entoure. Les mesures se sont petit à petit améliorées. Pendant très longtemps, toute mesure s'est faite à l'œil nu. Puis sont venus les instruments d'optique, avec notamment
notamment Galilée, et puis des instruments de plus en plus perfectionnés. Avec ces améliorations, l'amélioration des mesures, on pouvait aussi obtenir une amélioration des modèles décrivant le cosmos. Prenons par exemple le modèle de Ptolémée, qui disait que la Terre était au centre de l'univers, et que tout tournait autour d'elle, soleil, lune et planètes, et étoiles. Ce modèle dut être amélioré à fur et à mesure qu'on avait des mesures de plus en plus complètes et précises. On ajouta des épicycles et toutes sortes d'astuces pour améliorer le modèle. Ça alla jusqu'au point où, à un moment donné, en analysant les données, Copernic se rendit compte qu'un modèle héliocentrique, avec le Soleil au centre, et les planètes, y compris la Terre, tournant autour, était beaucoup plus élégant et plus précis. La mesure des distances, qui n'est pas chose aisée dans le ciel, puisque tout ce que l'on observe, ce sont des points lumineux, la mesure des distances s'élabora petit à petit au cours des derniers siècles et permit d'étudier le mouvement des planètes, le mouvement des étoiles, et par après des galaxies, etc. Les théories scientifiques que l'on peut utiliser sur Terre, validées par l'expérience, que ce soit dans la nature ou en laboratoire, toutes ces théories permirent aussi d'améliorer les modèles et d'avoir des avancées dans la description du cosmos. Par exemple, la mécanique newtonienne et la théorie de la gravitation universelle de Newton, l'histoire de la pomme, permirent de grandes avancées dans la compréhension des phénomènes astronomiques. Mais ça restait une description astronomique. Les corps célestes que l'on voit, éventuellement avec un télescope, et il était très difficile d'avoir une vue d'ensemble et d'imaginer comment pouvait être l'univers dans sa globalité. Ce n'est que dans la première moitié du XXe siècle que commencèrent les observations permettant d'avoir ce genre d'idées, ainsi que les théories, surtout la relativité générale, qui permettent de modéliser l'univers. Et cela ne fut réellement pris au sérieux que dans la deuxième moitié du XXe siècle, quand une série de découvertes permirent de valider les idées et les modèles et permirent ainsi de vraiment décrire l'univers dans sa globalité. Ici, dans cette série, nous ne suivrons pas une approche historique. Ce n'est pas notre but, ce n'est pas une série d'histoires. Tout ce que nous suivrons, c'est une voie descriptive et explicative. Nous voulons décrire la cosmologie, expliquer la cosmologie, expliquer comment est l'univers, comment il fonctionne, évolue, etc. Donc nous aurons trois parties. La première partie va consister en un ensemble d'analyses des observations. Que voit-on? Qu'est-ce qu'on observe? Quelles sont nos connaissances sur le cosmos et l'univers? Qu'est-ce qui fait partie des certitudes ou qui n'en fait pas partie? La deuxième partie, ça sera de faire le point sur les théories scientifiques, comme la relativité générale, mais aussi d'autres, qui sont à la base du modèle de l'univers. Pratiquement toutes les théories passent. L'univers, c'est toute chose, donc c'est pas très étonnant peut-être de retrouver un peu toutes les théories. Nous ferons le point là-dessus. Et enfin, la troisième partie, nous décrirons ce que l'on nomme le modèle standard de la cosmologie, parfois appelé vulgairement Big Bang. Je préfère le terme de modèle standard de la cosmologie, qui est plus juste. C'est un modèle décrivant l'univers en utilisant les observations et les théories validées, notamment en laboratoire. On se limitera à ça. On se limitera à ce modèle standard. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur actuel, il a été construit pour ça. C'est celui qui colle le mieux aux observations. On peut avoir différentes alternatives,
mais ce qui marche le mieux, c'est ce modèle. Il a malgré tout des défauts, des limites, et nous les verrons, nous en parlerons. Pour suivre cette série, pas besoin de connaissances préalables. C'est une série purement vulgarisée. Nous ne verrons pas d'équations, de choses complexes. Et tout ce qu'on a besoin de savoir, j'en parlerai. J'en ferai une présentation vulgarisée, notamment les théories. Pas besoin de connaissances préalables, si c'était un peu de culture générale. Et vous pourriez par exemple regarder la série que j'ai réalisée sur les étoiles. Ça peut être utile, mais ce n'est pas réellement nécessaire. De même, la série sur la relativité serait utile, très utile là, mais cette série est technique, elle n'est pas vulgarisée. Restons conscients malgré tout que ce n'est que de la vulgarisation, c'est-à-dire une explication grand public. Pour travailler dans le domaine, il faut aller bien au-delà. Il faut forcément avoir une connaissance technique, non vulgarisée, avec les outils mathématiques, etc., qui permettent alors réellement d'améliorer les modèles, les théories, etc. Mais la vulgarisation peut être un premier pas. Alors voilà, donc pour cette petite introduction, et dans la prochaine vidéo, nous commencerons par d'abord une description générale de ce qu'on voit, de l'univers. Qu'est-ce que l'univers? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on observe? Et quelles sont les principales informations sur cet univers? Je vous remercie.